Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de vulgarisation scientifique sur la salamandre tachetée. Dans cette première partie, nous verrons la biologie, l'écologie de la salamandre tachetée, son impact sur la culture européenne et notre imaginaire. Puis nous verrons ses habitats, son activité, son acuité visuelle, ses comportements de chasse, son régime alimentaire et enfin ses prédateurs. La salamandre tachetée est un amphibien de l'ordre des urodèles. La classe des amphibiens est divisée en plusieurs groupes taxonomiques, 3 ordres la composent. Ce sont les Gymnophiona, dits apodes ou cécilies, les Anoura, anours, grenouilles, rainettes, crapauds, et les Urodela ou Caudata, urodèles qui regroupent les salamandres et tritons. Les urodèles se distinguent des autres amphibiens par la persistance de la queue à l'âge adulte. C'est d'ailleurs d'où provient leur nom, du grec oura, queue et délos visible. Elle fait partie de la famille des salamandridés de la sous-famille des salamandrinées. La salamandre tachetée est très reconnaissable avec son corps trapu et sa couleur généralement noire à taches ou bandes jaunes. Le dimorphisme sexuel existe chez cette espèce, le mâle est en général plus grêle et ses pattes avant sont plus longues que chez la femelle. En période de reproduction, on peut les distinguer également par la forme du cloaque, qui est bombé chez le mâle et plus plat chez la femelle. C'est également le cas pour la couleur. Les mâles sont parfois plus jaunes que les femelles et une bonne alimentation favorise la synthèse de la pigmentation jaune. Chez certaines populations, notamment celles des Carpates slovaques, les mâles ont également un pattern dorsal légèrement différent des femelles, possédant des taches un peu plus grandes que ces dernières. Cependant, les différences de coloration entre mâles et femelles restent très relatives. Il y a 14 sous-espèces en Europe dont les colorations diffèrent. Certaines possèdent des pigmentations brunâtres ou rouges. La taille et le nombre de taches varient beaucoup et certains individus peuvent être totalement jaunes ou totalement noirs. À l'âge adulte, elle fait environ plusieurs dizaines de grammes et peut atteindre jusqu'à 50 grammes pour les plus gros individus. Elle fait en moyenne une quinzaine de centimètres de long avec un intervalle allant de 13 à 22 cm. Mais certaines sous-espèces sont plus grandes, jusqu'à une trentaine de centimètres environ. Il s'agit d'ailleurs du plus grand des urodèles européens. Sa large tête est munie de glandes paratoïdes situées derrière ses yeux. De chaque côté de la colonne vertébrale est disposée une série de pores munis de glandes. Aussi, le long de ses flancs, une rangée de glandes dorsolatérales sont également présentes. Elle sécrète sur toute la longueur de son corps un liquide blanc laiteux toxique lorsqu'elle est agressée. Il s'agit d'un alcaloïde, la salamandrine. Ce liquide n'est pas dangereux pour l'homme dans la mesure où la salamandre n'est pas censée être manipulée, mais il irrite fortement les muqueuses et les yeux. La salamandrine demeure cependant un composé très toxique. Comme tous les amphibiens en France, elle est protégée par l'article du 8 janvier 2021. Culturellement, on retrouve la salamandre tachetée dans certaines légendes. Elle est souvent associée à un des 4 éléments, l'élément feu. Mythologiquement, en occultisme, elle représente également un esprit du feu vivant dans les entrailles de la Terre. Sa symbolique légendaire persiste dans son nom, puisqu'appelé Fire Salamander en anglais ou Feuer Salamander en allemand. Le nom Salamandra est pour la première fois cité par Aristote et Théophraste, philosophes grecs, et par Pline l'Ancien. Il la croyait alors invulnérable au feu. En effet, selon Pline l'Ancien, beaucoup d'êtres proviennent d'une origine occulte et mystérieuse, même parmi les quadrupèdes. Telle est la salamandre, animal de la forme d'un lézard, au corps étoilé et qui ne paraît jamais que dans les grandes pluies. Il disparaît dans le beau temps. Il est tellement froid qu'il éteint le feu par son contact, comme le ferait la glace. Ces croyances continuèrent d'exister jusqu'à très tardivement. En effet, en 1727, dans le cadre de l'Académie des sciences, le mathématicien et naturaliste Pierre-Louis de Maupertuis, qui travaillait notamment sur les salamandres, entreprit de vérifier l'invulnérabilité des salamandres au feu. Dans ses mémoires, on peut lire à ce propos : « Quelque honte qu'ait le physicien en faisant une expérience ridicule, c'est à ce prix qu'il doit acheter le droit de détruire des opinions consacrées par le rapport des anciens. » Il fait directement référence à Pline l'Ancien, Aristote et Théophraste, à l'origine de ces légendes ridicules. Sa mythologie héritée de l'Antiquité a perduré jusqu'au XIXe siècle.
À la Renaissance, pourtant, son symbole monstrueux et chaotique change. Elle devient l'emblème d'une maison d'imprimerie italienne. Elle est reprise ensuite par François Ier en tant que corps de devise. Toujours dans les flammes, avec la devise Nutrisco et extinguo, du latin je nourris et j'éteins. On la retrouve notamment sur le château d'Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire. Elle représente l'ardeur de l'amour et de la foi chrétienne. Elle est encore présente sur les armoiries de nombreuses villes en Europe, comme Le Havre, Gênes, Sarria-la-Canéda ou encore Belleville. Commune en Europe bien que ses populations décroissent depuis plusieurs années, on la retrouve principalement dans les plaines et les collines recouvertes de forêts décidues humides parcourues de ruisseaux et de petites rivières, ainsi qu'à proximité des étangs et des mares. Ces densités de population varient selon les localités et sont estimées en moyenne à 80 salamandres par hectare, soit 8 individus par kilomètre carré, voire 400 salamandres par hectare, soit 40 individus par kilomètre carré dans des conditions optimales. Elle tolère les forêts mixtes, mais elle est cependant assez rare dans les forêts de conifères. Elle apprécie particulièrement les sols recouverts de litière et de mousse. Bien qu'elle préfère le milieu forestier, on la retrouve également dans les prairies, les versants rocheux, ainsi que les végétations arbustives et herbacées, comme les broussailles et mégaphorbiaes. Elle tolère un certain degré de dégradation de son habitat. On la retrouve notamment dans nos jardins, et du fait de ses préférences écologiques, il est possible que la présence de salamandres sur des prairies de fauche et de pâturage de montagne soit indicatrice de l'ancienne présence de forêts sur ces versants. Elle est assez difficile à observer, restant cachée le jour dans le bois mort, les feuilles mortes, les anfractuosités rocheuses, les grottes ou encore les terriers de micro-mammifères. Dans les zones urbaines, elle se sert des murs de pierre, des bouches d'égout, des bacs, des compteurs d'eau et des soupiraux comme abri. On la retrouve communément sous les bâches en plastique ou dans les cuves de piscines abandonnées. Elle peut même déposer ses larves dans des puits, des abreuvoirs et autres contenants artificiels. Elle est présente jusqu'à 2000 mètres d'altitude, mais elle est beaucoup plus commune sous les 1000 mètres. Elle est entièrement terrestre à l'âge adulte et n'est pas une bonne nageuse. Elle tolère des températures allant de -5 à 25 degrés Celsius. Au-delà de ces maximums, elle risque la mort et se terre en attendant de meilleures conditions climatiques. À la fin de l'hiver, elle sort la nuit dès les premières pluies, quand les températures passent au-dessus de 3 degrés et que l'humidité ambiante dépasse les 80%. Nous sommes dans une forêt à dominante donc de noisetiers, charmes, chênes, donc forêt de feuillus, à une vingtaine de mètres là d'un cours d'eau proche d'une zone humide. Nous sommes le 16 février, il fait environ 12 degrés, une petite pluie, humidité de l'air 96%, donc vraiment conditions idéales pour commencer à voir des salamandres à la fin de l'hiver. Et donc là je commence tout juste ma prospection et on peut voir directement un très joli spécimen. En fonction des populations, la tolérance à la température n'est pas la même. En général, la température idéale se situe autour des 15 à 18 degrés. L'altitude et le froid ne semblent pas la déranger. Elle ne sort qu'au crépuscule et durant les nuits fraîches et humides, parfois le jour partant doux et pluvieux. Elle est active de février à mars, puis d'octobre à novembre. L'essentiel de son activité se déroule à l'abri des regards, du gel et des rayons asséchants du soleil. Elle préfère le climat stable, humide et tempéré de la litière du sol, lieu où ses proies sont nombreuses. Hormis pour la reproduction, mise bas des larves, recherche d'un partenaire ou d'un lieu propice à l'hivernation, les salamandres sortent relativement peu. Un individu peut aisément rester des mois dans un rayon de 6 ou 7 mètres autour d'une cachette qu'il utilise en journée. Son espérance de vie peut dépasser les 20 ans dans le milieu naturel, voire plus en captivité. 2 records sont recensés, au moins 43 ans et plus de 50 ans. Dans le milieu naturel, en moyenne, son espérance de vie gravite autour des 15 à 16 ans. Ses yeux proéminents lui octroient une très bonne acuité visuelle. En effet, plusieurs études expérimentales démontrent que la salamandre est capable de détecter un grand nombre de proies, qu'elles soient en mouvement ou non.
Comme les autres amphibiens, elle est capable de détecter les mouvements saccadés, brusques et vifs communs chez les arthropodes. Elle peut également détecter les mouvements continus et lents comme ceux des lombrics et des limaces, mais aussi les proies immobiles grâce à un atout de taille. En effet, elle possède une vision trichromatique. Plusieurs expérimentations ont permis de distinguer les maximums de sensibilité de ces photorécepteurs. Deux cônes sont davantage sensibles au bleu et bleu-vert. Un autre est responsable de la couleur jaune-orangé. La gamme de sensibilité d'un de ces photorécepteurs lui permet de détecter une partie de la gamme supérieure des UV. Grâce à une étude, on sait que contrairement aux anoures, les salamandres tachetées ne fuient pas les lumières intenses de couleur bleue. Leur sensibilité aux lumières à faible longueur d'onde, bleu, violet et UV, leur permet de mieux détecter les points d'eau dont la surface réfléchit beaucoup mieux ces lumières. Les salamandres tachetées étant des animaux terrestres, la détection des points d'eau est essentielle pour la reproduction, et cette sensibilité pourrait être une adaptation comportementale répondant à ce besoin. Contrairement à la plupart des grenouilles qui sont des chasseurs à l'affût, les salamandres et la plupart des crapauds sont des chasseurs actifs qui recherchent leur proie. Malgré leur lenteur et leur sédentarité apparente, elles sont relativement mobiles. En moyenne, elles peuvent parcourir entre 35 et 375 mètres par nuit lorsqu'elles sortent en surface pour chasser, et leur surface de prospection autour de leurs abris varie de 5 à 255 mètres carrés. Les distances de migration sont difficiles à estimer, mais elles peuvent aller au moins jusqu'à 500 mètres. Ce sont en majorité des femelles. Elles peuvent occasionnellement franchir de grandes distances, jusqu'à 1300 mètres, dans le but de trouver un point d'eau pour se reproduire. La méthode de chasse des adultes se distingue en 3 étapes: détection, approche et capture. La première étape inclut le positionnement et l'orientation initiale du corps qui permet l'approche vers la proie. La salamandre peut positionner sa tête dans l'axe d'attaque indépendamment de l'axe du corps grâce à son cou. La mobilité de la tête pour la détection des proies est une adaptation commune aux urodèles, qui chez les anoures et notamment les grenouilles est compensée par la présence de neurones spécialisés pour la détection des mouvements des insectes. Il ne semble pas y avoir de spécialisation neuronale ou comportementale chez cette espèce. Cependant, il est possible que les salamandres utilisent préférentiellement les coulées, chemins humains et routes pour repérer leurs proies ou les femelles pour la reproduction. Mais aucune étude ne le démontre clairement. L'alimentation débute juste après la naissance. Ses proies sont alors déterminées en fonction de sa taille. Au début de son stade larvaire, elle se nourrit alors de petits invertébrés aquatiques. Dans les cours d'eau, elle se nourrit d'invertébrés rhéophiles, comme des gamaridés, des larves d'éphéméroptères ou de diptères. Dans les eaux calmes des petits cours d'eau, elle se nourrit des espèces limnophiles associées, comme des copépodes ou d'autres petits crustacés. L'adulte se nourrit de petits invertébrés terrestres de la faune du sol. On retrouve alors un grand ensemble de tailles, principalement des arthropodes, des gros mollusques et des lombrics. Les invertébrés prédatés vont de la mésofaune à la macrofaune. Dans la mésofaune, on retrouve notamment les colamboles, mais également certains myriapodes, comme les géophiles. Dans la macrofaune, on retrouve les lombrics, ainsi que les mollusques, c'est-à-dire les limaces et les escargots, mais également des myriapodes, comme les yules, les polydesmes, mais également les gloméris. On retrouve également des coléoptères. Ce sont des chasseurs opportunistes que seule la taille de leur mâchoire restreigne. Dans certains cas, de petits amphibiens peuvent être consommés, voire même des juvéniles de la même espèce. Les larves peuvent être prédatées par des larves d'insectes aquatiques, notamment des larves de libellules, également par des oiseaux et certains crustacés et poissons introduits, notamment les écrevisses américaines et les truites, entre autres salmonidés. Elles pratiquent également le cannibalisme quand la nourriture vient à manquer. Les adultes sont presque totalement épargnés par la prédation. À l'image de certains dendrobates et de champignons, comme la manite tue-mouche, elles possèdent une coloration aposématique. En effet, ces couleurs vives signalent sa toxicité. Aussi, la salamandrine qu'elle sécrète lui évite d'être consommée. Néanmoins, les jeunes n'en produisent que très peu après la métamorphose, et on connaît cependant certains rares incidents de prédation d'adultes par des rats, des blaireaux, des sangliers
ou encore des serpents. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo traitera du cycle de vie de la salamandre tachetée, des menaces qui pèsent sur sa conservation, ainsi que des lois et des mesures qui sont prises en compte à l'échelle nationale et européenne pour sa sauvegarde. La dernière vidéo traitera quant à elle de la répartition de la salamandre tachetée, de ses différentes sous-espèces, ainsi que les autres espèces proches de la salamandre tachetée qui vivent en Europe et autour du continent européen, notamment en Afrique et en Turquie. Et je traiterai également de l'évolution de cette espèce, ainsi que son expansion en Europe, qui date de plusieurs millions d'années.